Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct pour ce soir. Donc, on vous propose tout de suite aujourd'hui la partie débat, donc une émission consacrée à deux sujets. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui se passe au Royaume-Uni après le Brexit, la décision donc des Britanniques ou de 51% des Britanniques de quitter l'Union européenne. Hier, il y avait des manifestations à Londres, donc on est toujours dans l'incertitude. Certainement, la décision a été prise, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut se passer? Les scénarios possibles. On va essayer de savoir, d'analyser donc la situation. On va aussi parler de la Turquie, de nouvelles négociations d'adhésion à l'Union européenne. Donc, ce qui se passe aussi sur la scène entre l'Europe et la Turquie. Aussi, on va parler des scénarios possibles pour l'avenir des relations entre la Turquie, l'Union européenne, mais aussi Moscou ou la Russie. Mais on commence tout de suite avec les nouvelles concernant les deux boîtes noires d'Égyptaire. Tout de suite, et avant de vous proposer un commentaire sur les dossiers, j'aimerais bien accueillir ou souhaiter la bienvenue à notre invité pour ce soir, Monsieur Volkhard Windfuhr, président de l'Association de la presse étrangère en Égypte. Bonjour. Vous êtes le bienvenu. Donc, on va commencer tout de suite avec les nouvelles de la boîte noire d'Égyptaire. Donc, je vous propose tout de suite de suivre avec nous ce commentaire. Et bien sûr, vous, chers téléspectateurs, donc il faut rappeler que les boîtes noires de l'avion d'Égyptaire qui s'est abîmé en mer le 19 mai dernier vont pouvoir livrer leurs secrets. Enfin, donc, les enquêteurs égyptiens ont annoncé hier, samedi, être en mesure d'extraire les données de l'enregistreur de voix du cockpit. Après sa réparation, le CVR donc, pourra délivrer des informations susceptibles de permettre d'expliquer pourquoi, on espère bien, pourquoi ce vol MS-804 d'Égyptaire a plongé dans la mer avec 66 personnes à bord. Je vous laisse tout de suite avec ce commentaire signé Dalia Karam et on se retrouve juste après. Les cartes mémoire du Cockpit Voice Recorder, le CVR, contenant les conversations du vol d'Égyptaire qui s'est abîmé en Méditerranée en mai, sont intactes et exploitables. C'est ce qu'a indiqué samedi une commission d'enquête égyptienne. Les cartes mémoire du Cockpit Voice Recorder, le CVR, contenant les conversations du vol d'Égyptaire qui s'est abîmé en Méditerranée en mai, sont intactes et exploitables, a indiqué samedi la commission d'enquête égyptienne. Aucune des cartes mémoire du circuit électrique n'ont été endommagées, a précisé la commission dans un communiqué, précisant que des composants électriques avaient toutefois dû être changés. Après les remplacements des pièces du circuit, les résultats des tests ont été satisfaisants et vont permettre la lecture des enregistrements sur le CVR, a-t-elle ajouté. L'enregistreur de vol est en cours de réparation au Bureau français d'enquête et d'analyse, le BEA. L'analyse de l'autre boîte noire contenant des données de vol a confirmé que des alertes signalant de la fumée s'étaient déclenchées avant le crash le 19 mai de l'Airbus A320 reliant Paris au Caire avec 66 personnes à bord. Ces manifestations pourraient conforter l'hypothèse d'une défaillance technique pour expliquer le crash après que l'Égypte eut initialement évoqué la possibilité d'un attentat. La semaine dernière, les enquêteurs avaient indiqué que les débris de l'avion laissaient penser à un incendie qui s'est déclenché à l'intérieur de l'appareil. Le vol MS-804 Lyon-Paris au Caire s'est abîmé le 19 mai entre la Crète et la côte nord de l'Égypte, après avoir soudainement disparu des écrans radars pour des raisons encore indéterminées avec 66 personnes à bord, dont 40 Égyptiens, 30 passagers et 10 membres d'équipage et 15 Français. Bonsoir, donc Monsieur Volkhard Windfuhr, juste après le crash de cet avion d'Égyptaire, on a entendu ici ou là l'hypothèse d'un attentat.
surtout, cette hypothèse sortait surtout des voix qui venaient de l'extérieur de l'étranger. Aujourd'hui, et selon les informations qu'on a pu avoir jusqu'à ce moment, ces informations pourraient conforter l'hypothèse d'une défaillance technique pour expliquer donc ce crash. Alors, comment voyez-vous ces deux hypothèses, si on peut dire? Je crois qu'à ce moment-là, nous ne sommes pas encore dans une situation nous permettante de dire on peut exclure un attentat ou une explosion. Non, je crois qu'il est encore trop tôt d'avoir une opinion. Mais je ne peux pas exclure n'importe quel test. Tout est encore possible. Même le fait que les services de maintien en IGPR travaillent à un niveau internationalement bien accepté. Oui. Ces choses arrivent parce que c'est le système électronique, quelquefois, n'est pas contrôlable. Ça arrive avec toutes les compagnies. Alors, je ne peux pas exclure, mais je ne vais pas dire que c'est déjà tellement clair. Je ne peux pas jurer. Très bien. Là, il faut justement rappeler que la semaine dernière, les enquêteurs avaient indiqué que les débris de l'avion laissaient penser à un incendie qui s'est déclenché à l'intérieur de l'appareil. De toute façon, on a aujourd'hui les deux boîtes noires bien réparées. Les données sont plus ou moins là. Il faut justement attendre les analyses. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Bien sûr. Il faut attendre donc 4 patients et attendre les résultats. Là, on va passer à un de nos deux sujets principaux pour ce soir. On va commencer avec le Brexit et donc ce référendum qui a fait sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne. Aujourd'hui, presque une semaine, ou un peu plus même d'une semaine après ce référendum, hier à Londres, des manifestations ont eu lieu. Comment voyez-vous cette action? On connaît bien que l'Irlande du Nord, le Scotland était tout à fait plus ou moins contre cette sortie, mais aujourd'hui à Londres même avec, comment voyez-vous ces manifestations? Je crois qu'on ne doit pas surestimer ces démonstrations. Ce sont quelques milliers de jeunes. D'accord. Mais ce n'est pas la jeunesse qui fait la décision. Le pourcentage de l'électorat britannique entre âge 18 ans et 24 ans, la jeunesse n'était pas tellement élevé. 17%, c'est rien. Et je suis sûr que la moitié d'eux n'ont pas participé du tout. Mais en même temps, c'est clair, c'était une décision, un plébiscite très clair. Et la majorité voulait le Brexit, veut dire dire adieu, pas à l'Europe, à cette Union européenne qui semble, pas seulement à quelques Britanniques, même en Allemagne, dans tous les États membres, il y a un certain pourcentage augmentant de ceux qui sont de l'opinion qu'il n'y a pas que l'Union européenne n'est pas encore capable de convaincre la majorité des membres en ce qui concerne les grandes décisions qui touchent toute l'Europe. Par exemple, les décisions qui concernent le terrorisme. On parle beaucoup, on a fait beaucoup de choses. Jusqu'à maintenant, les services secrets allemands et français et britanniques n'échangent pas leur expertise, etc., etc. Et le problème des réfugiés, non, jusqu'à maintenant, l'Union européenne n'est pas encore tellement convaincante, afin d'expecter qu'elle pourrait aisément appliquer
ce qui est dans les têtes des quelques peu qui se trouvent à Bruxelles ou au Parlement de Strasbourg, qui n'ont rien à faire. Justement, jusqu'aujourd'hui, et depuis la semaine dernière, la même question se répétait. Est-ce que c'est possible avec de telles démonstrations, d'autres actions comme les plaintes et déposer cette action telle que le Royaume-Uni propose un nouveau référendum, revient sur sa décision, ou c'est fini, voilà, cette page est tournée et la Grande-Bretagne est aujourd'hui, ou le Royaume-Uni est aujourd'hui en dehors de l'Union européenne ou de cette institution, de cette union. Oui, je vous comprends. Je me suis occupé beaucoup de ces détails, mais je suis de l'opinion que cette décision ne peut pas être changée. Et un référendum, un nouveau référendum n'est pas possible techniquement. Et je crois même, le Royaume-Uni n'a pas une constitution telle quelle. Il y a des règles qui sont nécessaires pour les appliquer. Je veux dire, je ne vois pas la possibilité d'arranger un nouveau référendum. D'accord. Ceci dit, et comme vous venez de mentionner, est-ce que par exemple en Allemagne, vous êtes allemand, et peut-être dans les grands pays de l'Union européenne, à savoir la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France, on croyait bien en cette union, mais il y avait toujours ces voix qui étaient plus ou moins contre, c'est-à-dire on voyait que un pays comme l'Allemagne a une économie assez forte, qui n'a pas besoin de donner la main à d'autres pays justement pour affaiblir son économie, ou quelles que soient les idées, mais les voix ne sont pas tous aujourd'hui pour cette union. Est-ce qu'on peut voir d'autres pays comme l'Allemagne qui aussi pensé à sortir de l'Union européenne? Après la Deuxième Guerre mondiale, 6 États européens décidaient de créer une organisation européenne pour éviter de retourner aux guerres et des conflits armés. Et en même temps, c'était l'Allemagne ouest, occidentale, l'autre jour, la France, l'Italie et les pays Benelux, Pays-Bas, Belgique, le Luxembourg. Mais plus ou moins, c'était disons, un rassemblement de 6 pays intéressés à coordonner leurs actions industrielles, économiques, et ça a marché assez bien. Mais après l'ouverture de l'association nouvelle qui s'appelait l'Union européenne, on témoignait un élargissement d'une chose, d'une forme incroyable. Maintenant, les 6 pays originaires sont remplacés maintenant par une union de 27 États membres. C'est beaucoup. Et les différences entre ces 2 pays sont... cette multitude de pays membres sont encore assez grandes sur le niveau social, même les standards de vie sont très différents. Et autre chose aussi, on n'est pas encore arrivé à convaincre la majorité des États membres d'adhérer à l'Union. Schengen veut dire introduire le système d'annuler des visas nationaux. Oui. Mais je crois plus que ça
quelques grands problèmes en Grèce, Espagne, le Portugal, Italie même, Italie du Sud, et la majorité des pays membres, ex-membres du bloc Est, voilà. Comme la Roumanie, etc., etc., la Bulgarie, Pologne, ont encore des problèmes économiques assez grands. Je crois que la majorité des Européens est contente d'être assurée d'une coopération principale sur les grandes lignes économiques et commerciales. Mais en même temps, jusqu'à maintenant, on n'a pas rien fait pour combattre le chômage. Le taux de chômage en Espagne est plus que 27%, c'est terrible. Très bien. Ou au Portugal. Ne parlons plus de Grèce parce que c'est plus que 50% de la jeunesse est en travail. Non, l'Union européenne a des problèmes à résoudre dans leurs pays membres. Très bien. Désunis sur ces dossiers chauds, comment l'Union européenne va aujourd'hui discuter des grands sujets comme les réfugiés, par exemple? Comment les négociations vont se faire avec un pays comme le Royaume-Uni? Ou comment ça va se faire? C'est-à-dire, comment vont continuer les négociations concernant des dossiers qui concernent toute l'Europe, même s'il y a un pays qui ne fait plus partie de l'Union même? Je ne suis pas pessimiste ni optimiste, je suis réaliste. D'accord. Et mon réalisme me dicte de dire franchement que rien ne va changer. D'accord. Parce que majoritairement, les peuples de l'Europe n'acceptent pas un changement fondamental de la composition de leur population. C'est très clair. Alors on accepte quelques milliers de réfugiés et des immigrants, mais je ne crois pas, on ne va pas ouvrir les portes ou les portails pour chacun. Non, rien ne va changer. Cette question concernant les élections législatives, puisque selon la BBC, 48% des votants estiment que des élections législatives doivent avoir lieu avant l'ouverture des négociations de sortie de l'Union européenne. Est-ce que ça peut changer quelque chose? Ça pourrait. Mais c'est un procès qui prend du temps. Ce n'est pas une question qui soit être solue d'ici à 3 mois. Non, ça prend du temps. On a appris que la sortie pourrait prendre jusqu'à 2 ans. Oui, je crois. Ça va prendre du temps de discussion parce que ça touche le cœur. D'accord. D'accord. À présent, donc, je vous propose un commentaire justement sur ce dossier. Donc, je vous rappelle que plus de 40 000 personnes à travers le Royaume-Uni, y compris des fonctionnaires et des hommes d'affaires, ont participé hier samedi à la marche pour l'Europe qui a eu lieu à Londres. Les manifestants souhaitaient ainsi protester contre la sortie de l'Union européenne. Dalia Karam et les détails. Des milliers de Britanniques défilaient samedi à Londres pour manifester leur opposition à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, 9 jours après le référendum qui a décidé un Brexit. Un long cortège s'est ébranlé peu avant 12 heures en direction du Parlement, depuis Park Lane, le long de Hyde Park, dans le centre de Londres. Des dizaines de drapeaux européens coloraient la foule, brandissant des pancartes préverses, soit l'annulation du Brexit, le Brexit, c'est des conneries, ou encore la campagne du livre a menti. Nous t'aimons l'Union européenne, criaient également des participants. Nous avons pris la mauvaise décision à cause des mensonges de la campagne pro-Brexit. Je veux que nous revoyions notre décision, explique l'un des manifestants.
En cas de nouveau référendum, nous voterions pour rester, estiment des participants, selon qui des dizaines de milliers de personnes n'ont pas voté pour sortir ou rester dans l'Union européenne, mais contre le gouvernement. Selon un sondage pour la BBC, 16% des Britanniques ayant voté au référendum pensent que la Grande-Bretagne restera dans l'Union européenne. 22% ne sachant pas si le pays sortira du giron européen. 48% des votants par ailleurs estiment que des élections législatives doivent avoir lieu avant l'ouverture des négociations de sortie de l'Union européenne. Les deux principaux prétendants à la succession du Premier ministre conservateur David Cameron, la ministre Theresa May de l'Intérieur et Michel Gove de la Justice, ont annoncé qu'ils ne déclencheraient pas la procédure du Brexit avant fin 2016, voire en 2017, suscitant l'agacement du président français François Hollande vendredi. La décision du Brexit a été prise et elle ne peut pas être reportée ou elle ne peut pas être annulée, a-t-il déclaré. Les dirigeants européens appelant également à l'activation la plus rapide possible de l'article 50 pour mettre fin à l'incertitude. Donc on reste avec ce même sujet concernant le Brexit du Royaume-Uni et donc nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne en direct de Paris M. Rizk Echehate, ancien porte-parole de la communauté égyptienne à Paris. Bonsoir M. Rizk Echehate. Bonsoir à vous et à tous les spectateurs de Nile TV. Justement, j'aimerais savoir comment est-ce que la communauté égyptienne et arabe en général a accueilli justement ce référendum et la décision des Britanniques. Oui, bien sûr. D'un côté, c'est une déception quand même, parce que ça va contre la construction de l'Europe. Mais il y a quelques-uns qui ont un point de vue différent, puisque on sait que l'Angleterre, quand même, l'existence de l'Angleterre en Europe, ça empêche quand même l'Europe politique et l'Europe monétaire, bien sûr, puisque l'Angleterre n'est pas dans l'euro, mais ça empêche aussi d'avoir une force unie d'Europe, une force armée militairement. Donc l'Angleterre, c'était un obstacle militairement parlant et politiquement également, parce que tout le monde sait aussi que l'Angleterre, elle marche toujours derrière la politique américaine. Et l'Europe, elle souhaite sa propre politique, surtout la France et l'Allemagne. Donc d'un côté, c'est vrai, ça donne l'impression d'être une déception, puisqu'il y a un grand pays comme la Grande-Bretagne ne fera pas partie de l'Europe. Mais on se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'ils vont établir un système de visa? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme changement? Mais d'un autre côté, on dit comme ça, l'Europe à 27, elle sera peut-être beaucoup plus solide que l'Europe à 28. Ah bon? C'est-à-dire qu'il pourrait quand même y avoir des avantages. Avec l'inquiétude, il pourrait y avoir certains avantages. L'Europe à 27 est un peu mieux que l'Europe à 28, vous voyez? Absolument, absolument. On a vu ça sur plusieurs... Même si ce 20e était le Royaume-Uni, pas un autre pays, par exemple, qui reçoit de l'aide et qui n'a pas une économie forte, même si ce 28e pays le pays qui finance l'Europe, on sait tous que le pays qui finance l'Europe, c'est l'Allemagne. C'est le rôle économique par excellence, c'est allemand. Et le pays politiquement qui dirige l'Europe en politique et en position politique, c'est la France. Donc le moteur franco-allemand jusqu'à maintenant, il fonctionne très 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 bien. L'existence de l'Angleterre dans cette Europe-là, elle freinait un peu l'avance de l'Europe. Qui sait, peut-être on aura les États-Unis d'Europe maintenant, puisque les autres pays européens, ils n'ont pas tout à fait la même politique. Rappelez-vous par exemple du conflit de l'Irak. Il y avait que la Grande-Bretagne qui était pour à 100%, qui a participé avec l'Espagne, je crois, où l'Espagne elle était au moins moralement et soutenait les États-Unis. La France, elle a même mis des vétos pour ce conflit irakien. Donc je pense qu'il y a quand même une différence entre la politique européenne et la politique américaine. Et que le fait que l'Angleterre n'est plus en Europe, à mon avis, ça peut être... ça va travailler dans ce sens-là.
Mais ça sera toujours désolant pour l'idée de l'Europe et d'avoir un grand pays comme la Grande-Bretagne en Europe, bien sûr. Très bien. Ce moteur franco-allemand, ce n'est pas seulement des responsables et des leaders, mais aussi deux peuples. Est-ce que justement ce moteur a aujourd'hui certains doutes, des inquiétudes? Est-ce qu'il peut même revoir cette union, si on peut dire, pas au niveau des responsables, mais au niveau de la rue, si je peux dire? Bien sûr, le citoyen allemand n'est pas content que ses impôts, son travail, parce que tout le monde sait que les Allemands, c'est le peuple qui travaille le plus. Et donc, il sait que son argent, à travers l'impôt, elle part pour aider un pays comme la Grèce, un pays comme le Portugal, comme l'Espagne. Mais c'est ça, l'Europe ne peut pas être que des avantages, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Mais si une Europe plus forte, plus unie, cette Europe-là, elle peut faire face à la Chine d'un côté, aux États-Unis de l'autre, et c'est par excellence la définition de l'Europe. Pourquoi on a fait l'Europe? C'est pour faire face aux grandes masses comme la Chine et comme les États-Unis. Donc je pense qu'il y a moins de freins, et ça c'est bon, moi c'est mon point de vue en tout cas, mais on verra, c'est le jour qu'il dira. Est-ce qu'il y aura d'autres pays qui vont sortir de l'Europe ou pas? Est-ce que l'Allemagne va monter ses exigences? On sait tous qu'il faut que chaque pays européen doit ne pas dépasser un déficit de 3%. C'est pas le cas encore. Personne n'a réussi jusqu'à maintenant, à part l'Allemagne, de respecter cette condition primordiale de l'Europe. Donc, franchement, l'Europe trop élargie, ça, pour moi, ça affaiblit l'Europe et ça lui unifie pas davantage. Très bien, je vous remercie infiniment, Monsieur Rez Shahat, ancien porte-parole de la communauté égyptienne en France. Merci beaucoup à vous. Monsieur Walker Windfour, aujourd'hui, si on propose des scénarios, et s'il n'y a pas d'Europe, si l'Europe n'existe plus, cette union se défait, quel peut être l'avenir des pays européens qui font partie? Personne est de l'opinion que l'Union européenne va disparaître. Non. Mais ce que je crois, que les possibilités de changer le système et les règles générales qui l'on applique jusqu'à maintenant ne sont pas aisément développées ou disons changées. Parce que l'essence de l'Union européenne jusqu'à maintenant sont les relations et les facilités économiques et commerciales, et en même temps la liberté de mouvement, on peut dire les grands, pas de frontières telles qu'elles comme avant, mais pas beaucoup plus que ça. Sur le niveau d'éducation, la culture, on a déjà assez proche. Et je vais vous dire une chose aussi. Oui. Si la Grande-Bretagne quitte le sein de l'Union européenne, ce n'est pas tellement grave, parce que on oublie dans ces discussions que l'Angleterre, jusqu'à maintenant, n'est pas encore membre. Voilà. Oui. Ils n'ont pas accepté l'euro. Ils n'ont pas encore accepté le système Schengen, veut dire liberté de mouvement. Et ce sont des déficits graves. Alors, mais c'est aussi le cas d'autres pays comme la Norvège, par exemple, qui fait partie de l'espace Schengen, mais qui garde sa propre monnaie, si je ne me trompe pas. Oui, pas bien sûr. Voilà. La plupart des pays européens ont encore leur propre... c'est vrai. Il y a la Norvège, il y a d'autres pays. Oui, la couronne suédoise et danoise. Et en même temps, dans les pays d'Est, la Roumanie, la Bulgarie et la Pologne, ils ont leur propre monnaie. D'accord. Aujourd'hui, si on passe à un autre dossier, à savoir la Turquie, aujourd'hui, alors que la Grande-Bretagne se prépare à quitter l'Union européenne, la Turquie, elle,
cherche à y adhérer. Voilà, c'est pas aujourd'hui, certainement. Il y a eu des négociations qui sont sur la table donc depuis de longues années, des négociations qui s'arrêtent pendant un moment, qui reprennent. Donc il y a eu toujours cette demande turque d'adhésion et je ne sais pas comment dire, mais des conditions très dures, très sévères pour la Turquie, imposées par l'Union européenne. Aujourd'hui, comment voyez-vous ces nouvelles négociations, cette nouvelle, si on peut dire, relation entre la Turquie et l'Union européenne à la lumière de tout ce qui se passe sur la scène? Je ne vois pas la possibilité d'avoir un breakthrough parce que la Turquie, jusqu'à maintenant, ou disons le régime Erdogan n'est pas encore prête à accepter les conditions européennes en plusieurs secteurs. Les Européens insistent sur l'application des règles européennes très bien connues. Et je crois que ça n'est pas une question de quelques mois ou quelques années. Je crois que la Turquie, ou le régime Erdogan, excusez-moi que je l'appelle comme ça, n'est pas prêt pour être accepté au sein de l'Union européenne. Et vous voyez, la résistance dans les populations, les grands partis politiques en Europe, même en Allemagne, est contre. Et Cameron, le premier britannique, déclaré il y a 2 semaines, je crois, ou 12 jours, que selon son avis, la Turquie va devenir membre de l'Union européenne aux ans 3000. Je veux dire, oui. D'accord. Je crois que c'est difficile. C'est difficile. C'est très difficile. Et aussi, je crois, la tendance islamique, islamiste, pas islamiste, voilà. qui, dont Erdogan est en sorte de porte-parole, et son soutien donné aux fractions islamistes comme la confrérie musulmane, etc., toutes ces choses ne sont pas compatibles avec les valeurs de l'Europe. D'accord. Mais est-ce qu'avec un changement du régime turc, c'est-à-dire avec par exemple la sortie d'Erdogan, est-ce que la Turquie peut avoir une certaine chance ou non? C'est-à-dire que l'Europe refuse l'adhésion d'un pays qui a peut-être ce profil avec tous les aspects donc de la culture turque, de l'histoire, de cette tendance que vous venez de mentionner, islamiste. Non, cette tendance n'est pas compatible. Oui, c'est vrai. Impossible. Mais s'ils acceptent un bon jour toutes les conditions qui sont très claires et pas terminatives, ça pourrait prendre place. Mais jusqu'à maintenant, je ne crois pas. D'accord. Permettez-nous donc de parler un petit peu de ce dossier, d'étaler ou de proposer les derniers détails concernant justement ces négociations, si on peut dire. Alors donc que justement la Grande-Bretagne se prépare pour quitter l'Union européenne et la Turquie, elle cherche à y adhérer. L'Union européenne et la Turquie ont ouvert jeudi dernier un nouveau chapitre dans leurs négociations d'adhésion. Sur les questions budgétaires, l'une des contreparties au pacte migratoire controversé est signée en mars entre Ankara et les Européens. Le chapitre 33 concerne donc les questions budgétaires et financières et porte à 16 ou plutôt porte à 16 sur 35 le nombre de chapitres ouverts dans ces négociations entamées en 2005, il faut bien mentionner que ça dépasse les 10 ans. Donc, les pourparlers qui piétinent depuis des années ont été relancés à la faveur d'un rapprochement fin 2015 pour tenter d'endiguer la crise migratoire. Donc, il faut parler que justement à cause de cette crise migratoire, à cause des problèmes des réfugiés,
les négociations ont repris et on ne connaît pas jusqu'où ces négociations vont nous amener. Je vous laisse avec les détails de ce commentaire signé Dalia Karam et on se retrouve juste après. L'Union européenne et la Turquie ont ouvert officiellement jeudi à Bruxelles un nouveau chapitre dans leurs négociations d'adhésion. Il concerne les questions budgétaires, l'une des contreparties au pacte migratoire controversé signé en mars entre Ankara et les Européens. Le ministre néerlandais des Affaires étrangères, Bert Koenders, a présidé cette avancée. Il a rappelé devant la presse qu'elle résulte de l'engagement pris par l'Union européenne à redynamiser le processus d'adhésion de la Turquie à la faveur d'un rapprochement sans précédent fin 2015 pour tenter d'endiguer la crise migratoire. Le chapitre 33, discuté jeudi, concerne les questions budgétaires et financières. Il porte à 16 sur 35 le nombre de chapitres ouverts dans ces négociations entamées en 2005. Ces dernières piétinaient depuis des années. Ce nouveau développement attendu a été acté en présence des ministres turcs des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu et des Affaires européennes Ömer Çelik. Ils ont assisté à une conférence intergouvernementale avec les représentants des 28 pays de l'Union européenne. La Turquie remplit tous les critères pour que ses citoyens bénéficient d'une exemption de visa en Europe, mais l'Union européenne estime que ces demandes sur des données personnelles et en matière de terrorisme ne sont pas satisfaites, a déploré M. Çelik jeudi. Plusieurs dirigeants européens, à commencer par le Premier ministre britannique David Cameron, mais aussi la chancelière allemande Angela Merkel, martèlent toutefois que cette adhésion n'est pas à l'ordre du jour et que ces négociations sont menées avec une issue ouverte. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a lui exclu tout élargissement avant 2020. Bruxelles et Ankara ont conclu le 18 mars un accord inédit et décrié. Il prévoit le renvoi systématique de tous les migrants traversant la mer Égée vers la Turquie, même s'ils demandent l'asile. Cela a fait chuter de manière spectaculaire les arrivées sur les côtes grecques. En échange, les Européens sont engagés à accueillir des réfugiés syriens directement depuis la Turquie. Mais le président turc Recep Tayyip Erdogan a plusieurs fois menacé de dénoncer cet accord s'il n'obtient pas rapidement la suppression des visas pour les courts séjours de ressortissants turcs dans l'Union européenne. Cette mesure est également prévue sous certaines conditions. Le 14 décembre 2015, les 28 pays de l'Union européenne et la Turquie avaient déjà ouvert le chapitre 17. Celui-ci porte sur la politique économique et monétaire. Donc, de retour, il faut rappeler qu'il y a eu cet engagement pris par l'Union européenne à redynamiser le processus d'adhésion de la Turquie à la faveur d'un rapprochement sans précédent en 2015, justement pour tenter d'endiguer cette crise migratoire. Où est-ce que ces négociations peuvent nous amener ou le ramener? Oui. Je répète, ce n'est pas la première fois que l'Europe essaye de pousser les négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne avec force, mais les conditions qu'il pose ne sont pas acceptables pour Erdogan et son gouvernement et son parti AKP. Et en même temps, ce que pourrait offrir la Turquie à l'Europe, par exemple, quelques facilités en ce qui concerne l'influx des réfugiés syriens. D'accord. Et je crois que ça fonctionne jusqu'à un certain degré, mais pas idéalement. Nous l'avons vu. Et dans la fin de jour, c'est la Grèce qui doit agir, et qui est déjà dans une position économique fatale. Oui, et non, je crois que la question de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne
va pas être plausible sans que la Turquie bouge. Mais ça veut dire que Erdogan, dans ce cas-là, doit accepter les conditions européennes telles quelles, comme on dicta. Voilà, ça c'est un point de désaccord, puisque la Turquie estime avoir rempli, par exemple, on prend comme exemple, tous les critères pour que ses citoyens bénéficient d'une exemption de visa en Europe. Mais l'Union européenne estime que ces demandes sur les données personnelles et en matière de terrorisme ne sont pas satisfaites. Voilà, ce sont deux positions contradictoires, plus ou moins, c'est-à-dire il y a cette position turque. Mais il n'y a plus que ça. Il y a plus que ça. Ce qui a été écrit, il n'y a plus que ça. Les services européens, sans mentionner les nationalités, ont essayé à plusieurs reprises de se mettre en plus que contact avec une coopération avec les services turcs. Ça ne marche pas. Impossible. Je crois que la coopération turque-israélienne était plus facile que la coopération turque politique avec l'Europe s'ils insistent sur le refus des conditions européennes. Aujourd'hui, si on parle de la Turquie, il y a eu aujourd'hui aussi ce rapprochement depuis la semaine dernière, si on peut dire, entre Ankara et Moscou. Oui, ça vous montre. Il y a pas mal d'années, de longues années, où les relations entre les deux pays étaient caractérisées par une tension très claire, si on peut dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Si on peut dire qu'avec l'Europe, il y a cette crise migratoire qui fait bouger un petit peu les choses, et pour la Turquie et la Russie. Mais la question est très claire. Erdogan a commencé à ressentir qu'il est affaibli, comme avant. Le président américain n'accepte pas de le recevoir quand il venait, Erdogan, aux États-Unis pour participer aux cérémonies après la défunte de Mohamed Ali Clay. Au contraire, la Maison-Blanche a invité son ennemi politique Gülen au lieu de lui-même. Non, c'était déjà plus qu'un geste. Et en même temps, les Américains avaient eu l'espoir que Erdogan serait capable d'intervenir en Syrie d'une façon plus efficace, plus radicale, pour abolir le régime bassiste de Bachar al-Assad. Mais il n'est pas capable. En même temps, il faisait des jeux à son propre compte, qui sont tout à fait contraires aux intérêts américains. Par exemple, il a élargi la base de la confrontation avec les Kurdes d'une façon incroyable. N'oublions pas, un quart de la population turque sont des Kurdes. Voilà. Et c'est une position idiotique, je vous dis. Et je connais la Turquie bien, je connais les Kurdes, tout ça, des décennies. Et les Américains, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils arment les Kurdes, envoient des spécialistes militaires, ce que fait l'Allemagne aussi. Alors, on veut dire, Erdogan a plusieurs raisons de ressentir qu'il est affaibli et peut-être un bon jour il perd le pouvoir. Et si Erdogan perd le pouvoir, comment on peut imaginer la Turquie sans Erdogan? Alors, ça va être le même, il y a une démocratie encore fonctionnante, pas comme avant, parce qu'il y a dans les prisons, il y a milliers d'opposants politiques sous prétexte inventé,
En même temps, je crois aussi que la justice est sous contrôle de l'État d'une façon incroyable. Nous l'avons écrit dans la presse allemande, Der Spiegel, etc. Ce ne sont pas des thèses, ce sont des faits. Un pays pareil n'a pas une chance de devenir membre de l'Union européenne maintenant. Mais un homme comme Erdogan pense qu'il a besoin d'un système pareil pour se soutenir au pouvoir. Maintenant, il a découvert qu'il n'y a pas d'amis. Oui. Ni en Europe, amis tels quels, ni en Amérique. Et en monde arabe, je vous... Cherche un rapprochement avec Moscou. Ah, parce que c'est facile. Moscou peut être utile d'une certaine façon pour approvisionnement en pétrole, gaz, etc. Mais en ce qui concerne, mais ça a un prix. C'est le prix de terminer les interventions turques en Syrie et laisser le champ aux Russes. Et ça a déjà très clair. Même les Américains ne sont pas tellement opposés à une solution avec la Russie en Syrie. Vous le voyez. Oui, bien sûr. Alors, vous l'avez mentionné, ici, la Syrie, ici, en parlant de la Turquie, en parlant des rapports avec les États-Unis, avec Moscou, avec la Russie, il y a justement ce dossier syrien qui est toujours là, qui s'impose, et cette question d'intérêt. Oui. On est où on est où par rapport à ce dossier? Oui. Avant toute chose, nous avons déjà vu un certain changement géographique dans le Moyen-Orient. C'est le de facto État kurde au nord du Kurdistan. Et je crois que ce facteur est important parce qu'un quart de la population turque sont des Kurdes, sympathisant avec cet État qui est déjà assez fort. Il y a des vols internationaux entre les capitales mondiales avec Erbil et Soleimani, les grandes villes Kurdistan, même avec le Caire, chaque jour, vous voyez, genre. Non, je veux dire, les possibilités d'arriver à une solution du problème, pas seulement crise, de catastrophe syrienne, il est possible. Ce que je crois, il en va une fois les interventions turques, directes et indirectes, trouve un terme, même les Russes sont déjà engagés à convaincre le régime à Damas d'accepter quelques règles politiques. Et dans la fin des choses, je crois qu'il y aura des élections démocratiques. On dit impossible d'un pays comme on disait la même chose en Irak et il y avait des démocraties. Oui. Je crois que ça va arriver. Ça va arriver. Aujourd'hui, si on jette un regard sur la région, si on s'éloigne un petit peu, on va certainement revenir à ce dossier turc, mais puisqu'on parle de la Syrie maintenant, si on jette un regard sur la Syrie, la Libye, l'Irak, la région arabe, le Yémen. Le Yémen, certainement. La Libye, oui. Et voilà. Et vis-à-vis de tout ce qui se passe en Europe, par exemple, ces changements un petit peu en Europe, le Brexit, les négociations avec la Turquie, il y a aussi cette région arabe, ce monde arabe.
comment le voyez-vous aujourd'hui? C'est-à-dire, l'Égypte a pu se remettre sur les pieds, si on peut dire, mais il y a ces pays qui étaient des pays, ce sont des pays quand même forts du monde arabe. Le monde arabe, qu'est-ce que vous en pensez? On connaît les problèmes, mais je veux dire, l'Égypte a donné preuve qu'il n'est pas possible de diviser le peuple égyptien lui-même. Et ce que voulaient quelques cercles locaux et étrangers de diviser l'armée. Oui. Ça ne se fait pas en Égypte, parce que l'armée égyptienne n'est pas politisée. Une chose. À part de ça, la cohésion même entre les différents composants de la société égyptienne, les Coptes, les chrétiens en général, les musulmans, et je crois c'est tellement fort que même ceux qui essayaient de créer une sorte de guerre civile ont vu leur faillite. Parce que l'Égypte est différente. Oui. Et grâce à Dieu, l'Égypte est plus fort que tous les autres pays arabes jusqu'à ce moment-là. Et je crois la force convaincante du modèle égyptien va augmenter. Heureusement, et on l'espère bien que les défis restent, sont toujours là, donc, mais le pays avance et on espère bien que notre pays garde son unité, si on peut dire, et sa présence. La cohésion nationale, oui. Et en même temps leur esprit très spécial. Oui. Ruh al-Masriya, l'esprit égyptien, oui. C'est quelque chose de très spécial, qui n'accepte pas des fissures pareilles. Ça nous rend vraiment fiers d'entendre ces mots de vous qui vous c'est avez mon analyse. Voilà, et vous êtes là parmi les Égyptiens depuis des années. Vous êtes allemand. D'accord, mais je reviens donc à notre dossier turc. Donc, je rappelle aussi, cette question concerne les relations entre Chypre, un pays qui fait aujourd'hui partie de l'Union européenne, et la Turquie, des relations très tendues jusqu'aujourd'hui. Est-ce que Chypre aussi peut... quelle est sa place dans l'Union européenne, dans de telles négociations? Est-ce qu'il peut poser son veto? Est-ce qu'il est assez puissant, assez fort, bien qu'il n'est pas un pays fort certainement dans l'Union européenne, mais il y a aussi ce côté vis-à-vis de l'Union européenne et ses rapports même avec la Turquie? Je crois. C'est une situation insatisfaisante. 40% de l'île sont occupées par les forces turques qui ont établi un État séparé de la République turque de Chypre, mais en même temps, je crois que les pourparlers avec l'aide des Nations Unies pourraient mener à une formule de faciliter le changement des conditions peu difficiles pour réunifier de façon pratique les Turcs et les Grecs de Chypre. D'accord. Je rappelle donc que Chypre, en mars dernier, avait déjà menacé de poser son veto ou de mettre son veto sur l'accord des migrants parce que simplement les autorités turques n'ont jamais respecté ils sont membres, oui. Le protocole d'Ankara et donc ce protocole de 2005, oui. Cet accord qui supposait, je vous rappelle, que le pays ouvre ses portes, non pas ses portes, ses ports. Je vous ai compris. Ses aéroports aux bateaux et aux avions chypriotes, et qui est un raccord qui est resté lettre morte depuis 2005. Oui, jusqu'à maintenant, mais ça pourrait changer.
Parce que Tsipras, le premier grec, a saisi cet aspect, il va l'utiliser. Bien sûr, parce que leur position est très claire. Et en même temps, je crois, voyons la position de l'Autriche, de Vienne, est très similaire. Et non, je crois, les Européens, alors on parle de l'axis Berlin-Paris, Paris-Berlin, oui, mais ce n'est pas toute l'Europe. Et en même temps, j'ai avant, il n'est pas possible de parler des faits qui donnent un espoir qui se réalise. Mais jusqu'à maintenant, la Turquie n'a pas encore bougé. Très bien, mais à la lumière de tout ce que nous venons de dire, comment est-ce que la Turquie est toujours capable de demander des négociations, de formuler cette demande d'adhésion, c'est-à-dire elle garde toujours cet espoir ou cette volonté. Et l'Europe, elle aussi, ne change pas. Voilà, justement. Très bien. Alors, et l'Europe aussi ne change pas. C'est ainsi donc que nous mettons aussi fin à cette édition de Direct. Monsieur Volker Windfuhr, président de l'association de la presse étrangère en Égypte, merci beaucoup de vos précisions et d'avoir été parmi nous ce soir. Merci beaucoup à vous. Avec plaisir. Merci, monsieur. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous. Et demain, une nouvelle édition de Direct. Au revoir.